Alors, nous voici pour ce premier numéro de MPCM avec Jean-François Fournier qui a répondu favorablement à notre demande de petit entretien. Un entretien qui va durer et qui va aborder surtout avec lui le thème du journalisme. Je dois dire que mes invités ne connaissent pas les questions que je leur pose. Ils sont là en freelance, une conversation en tête-à-tête. La première question que j'ai envie de lui poser, Jean-François Fournier, si vous étiez rédacteur en chef d'un journal aujourd'hui, est-ce que comme tout le monde, vous auriez fait la une sur Roger Federer? Oui, je pense que aujourd'hui c'était une question, un sujet inévitable. Ça dépend de la localisation du journal, elle aurait été différente selon la localisation, selon les témoins qu'on aurait pu atteindre. Il y a possibilité de faire des unes Federer, valaisanne, vaudoise, suisse, il y a l'embarras du choix. Donc Federer, c'est notre ambassadeur, comme a titré un journal, c'est un peu notre king. Personnellement, j'ai été surpris que le Nouvelliste en fasse 8 pages sur les 28. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est normal par rapport à l'aura qu'a ce phénomène? Oui, c'est incroyable parce qu'il incarne complètement la Suisse. J'ai vu la liste de ses sponsors. Pour quelqu'un qui a une dimension mondiale, il est resté quand même extrêmement fidèle à la Suisse, puisqu'il a même assuré la promotion de Suisse Tourisme, il a assuré la promotion des montres Rolex, il a assuré les fers à repasser, les machines à café Jura, donc il est resté quand même très suisse C'est une couverture exemplaire en somme. C'est tout à fait normal qu'on l'encense à ce point à sa sortie. C'est-à-dire que c'est tellement un symbole, jusqu'à son caractère, je veux dire cette espèce de réserve qui est très suisse-allemande, mais en même temps, Roger a toujours été très proche des romans, hein. Il est venu apprendre le tennis chez nous, il parle parfaitement la langue, donc c'est une espèce de Suisse idéale. Un type qui est beau, musclé, qui a du succès, mais qui en même temps sait rester modeste. Ça correspond tellement à l'image que la Suisse aime se donner d'elle-même que la déferlante médiatique était inévitable. Donc il fait, on va dire, l'unanimité comme sportif. Oui. Je change un peu de sujet. Pour vous, c'est quoi un journaliste? Un journaliste, c'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un qui exerce sa curiosité tous azimuts, qui est censé avoir une culture générale complète et pouvoir s'attaquer à tous les sujets. Et un bon journaliste, c'est quelqu'un qui prend en compte le bien public quand il exerce sa curiosité et qui essaye d'éclairer son lecteur, de lui apporter quelque chose, de lui apporter des vraies informations. C'est une chose qui disparaît de plus en plus dans les journaux, et les papiers complètement creux, on n'apprend rien. Mais le vrai journalisme, c'est quand même un papier qui nous laisse, je dirais, une bonne demi-douzaine d'informations originales par papier. Encore une fois, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Est-ce que je suis trop sévère lorsque je dis du journaliste, du journalisme en général, qu'il est devenu comme un agent, une agence de communication? Oui, on a parfois parlé du terme embedded, le terme anglais qui veut dire enrôler, les journalistes en temps de guerre qui sont dépendants de l'armée pour leurs informations. Aujourd'hui, le journaliste 2022, il est très souvent embedded. Il a des liens de proximité avec tous les pouvoirs qui fait que le recul nécessaire à la curiosité est une chose assez peu partagée dans la profession. Vous avez été rédacteur en chef d'un quotidien valaisan important, on va dire. Est-ce que vous pensez que la presse papier en tant que telle, elle va disparaître? Moi, je ne pense pas, parce que
il y a toujours cette envie de tourner les pages avec le café du matin. Et on voit les journaux qui font des efforts, c'est-à-dire pour aller, pardon, pour aller à contrario des éditeurs, c'est-à-dire le travail des éditeurs aujourd'hui consiste à ramener la masse salariale des journaux à la partie congrue, mais il y a des journaux très célèbres comme le New York Times ou comme Le Monde qui ont choisi exactement l'inverse, qui ont développé leur rédaction pour amener de l'enquête, justement, des choses utiles au bien public. Et on voit que ces journaux-là, aujourd'hui, regagnent des parts de marché, regagnent de la publicité. Donc je pense que potentiellement, le journal papier a encore de beaux restes, mais le nombre de ces journaux va forcément diminuer. Il y aura une concentration parce qu'il faut une masse critique pour arriver à développer un journalisme de qualité, et les journaux régionaux vont souffrir plus que les grands journaux généralistes. Oui, ça rejoint mes constatations. J'ai remarqué que j'avais traduit avec des aides également 2 articles du New York Times sur Mariupol et sur une Afghane aux États-Unis qui étaient très concrets. On allait sur le terrain avec le journaliste, il racontait une histoire, et c'est des articles qui ont eu plusieurs milliers de lecteurs. Alors qu'a priori, pour un petit blog comme l'Index, ça ne devrait pas être le cas. Et j'ai pensé que c'était la façon du journaliste de traiter l'information qui captivait. C'est dans le fond, c'est le même problème pour les éditeurs. Les éditeurs de romans, les éditeurs de polars, il faut trouver des bonnes histoires. Et trouver des bonnes histoires pour un journal aujourd'hui, ça devrait être une priorité. Ça n'est pas. On constate que quand il y a une bonne histoire, même dans un journal qui n'a pas l'habitude d'en faire, c'est le sujet dont les gens parlent après, volontiers au café, au bureau. Donc le fait de trouver une bonne histoire, de rechercher, de la mettre en valeur, c'est l'assurance pour un journal d'avoir des lecteurs. Vos premiers pas dans le journalisme, comment on s'appelle Jean-François Fournier, on vient dans ce métier? Alors, premier article publié dans un journal, j'avais 14 ans, et c'était une tribune libre contre le boycott des Jeux de Moscou en 1980. Et puis, dans les années qui ont suivi, j'ai fait des petits articles sur les ligues inférieures, les ligues juniors de basket, j'ai cherché des débouchés. J'ai travaillé à l'époque j'étais correspondant pour les équipes de Savièse et Lettron en première ligue pour la semaine sportive qui a disparu aujourd'hui. J'avais pas 18 ans. Et à l'époque, j'ai même décroché un stage à la Suisse avec l'aide d'une journaliste valaisanne prestigieuse, puisque c'était Liliane Varone qui m'a aidé, qui m'a promu, entre guillemets. Mais j'avais convaincu la rédaction de la Suisse, qui était le grand journal généraliste opposé au Matin à l'époque, après avoir trouvé un scoop, à l'époque, le premier scoop de ma carrière, sur la venue d'un grand joueur de NHL au HC Sierre, Marian Stasny. Et ils se sont dit, ah tiens, on pourrait l'utiliser aussi un peu pour le hockey. Et puis voilà, ça a démarré comme ça, et j'ai fait mon stage à la Suisse. Dans les petits papiers que j'ai préparés, c'était pour plus tard, mais plus je vais aborder maintenant cette question. Je trouve qu'on a un vrai problème éthique aujourd'hui. Je sais que vous êtes un amoureux de foot, comme moi d'ailleurs, et je pense qu'il y a un problème éthique qui se pose. Comme l'a fait le quotidien de La Réunion, c'est de savoir est-ce qu'il faut boycotter en tant qu'organe de presse le Qatar, pour toute une raison. Quelle est votre réponse personnelle à ça, sachant que, à titre personnel, vraiment, c'est une question que je me pose, et disons, bizarre que ça puisse être passé, c'est que l'Index est né
de la Coupe du Monde 2010, quand la Catalogne, j'ai fait pendant un mois, je ne sais pas, 6 ou 7 articles par jour, et je me suis demandé si j'allais tenir la distance. Donc le foot et le sport de manière générale m'ont conduit vers l'écriture, hein. Un peu comme vous avez dit, moi c'était le basket. Et alors je me pose cette question, est-ce qu'il ne faudrait pas cet acte éthique de boycotter le Qatar 2022? Alors il y a des joueurs que j'aime beaucoup, comme Eric Cantona ou comme Philippe Lahm, l'ancien capitaine de l'équipe d'Allemagne, ou était-il capitain, j'ai un doute tout d'un coup. Oui, un moment. Oui, il me semble, oui. Qui ont annoncé leur intention de boycotter la Coupe du Monde au Qatar. J'ai vu un sondage qui dit qu'à peu près un Français sur 2 n'a pas l'intention de regarder. Alors je vais être très franc, j'aimerais bien avoir le courage de boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Mais je ne suis pas sûr que je ne vais pas craquer suivant les affiches. J'en parlais avec ma fille de 16 ans, et puis elle disait, moi, il y a 80% de moi qui dit, voilà, il faut boycotter, mais je sais que toi, papa, tu aimes beaucoup le foot, alors est-ce que voilà, et je trouve que c'est une vraie question qui se pose, et ça va dans toute une série de domaines. Ça peut être vraiment, disons, d'un point de vue éthique, puisque les conséquences, elles ne sont pas personnelles très graves, parce qu'on pourrait se passer finalement d'une Coupe du Monde, hein. Il y a assez d'autres matchs de foot durant l'année, mais comment vous jugez l'acte du quotidien de La Réunion qui dit nous n'aurons aucun article et nous... Je trouve que c'est très courageux. Vous auriez pu faire ça en tant que rédacteur en chef d'une liste, par exemple? Je me serais posé la question. Je me serais franchement posé la question. Mais avec peu de chance que la réponse soit positive. Après, l'actualité décide aussi. J'imagine mal un journal suisse boycotter la Coupe du Monde si la Suisse se qualifie pour les 8e, si la Suisse se qualifie pour les quarts. Ça devient, je pense que à ce moment-là, le raz-de-marée populaire va quand même obliger un média qui aurait pris ses distances à faire un peu le grand écart, et puis à quand même... La Suisse a un groupe très difficile, à mon avis, c'est peut-être le plus difficile de la compétition. On pourrait se retrouver dernier, même avec des excellents joueurs, parce que c'est vraiment des équipes très fortes à nos côtés. Est-ce qu'à ce moment-là, on boycotterait après avoir connu des résultats négatifs? Dans la pratique, très souvent, quand l'équipe nationale est éliminée, la presse du pays en question diminue son taux de couverture pratiquement naturellement. On fait le minimum syndical, mais une fois, c'est une Coupe du Monde, c'est un rendez-vous qui est très nationaliste quand même. Donc, mais je pense que l'idée du boycott est une idée juste. C'est une Coupe du Monde qui marche complètement sur la tête, et même d'un point de vue, j'entends beaucoup de cris sur la question climatique, les fameux ventilateurs géants des stades. C'est d'autant plus ridicule que les températures qu'il y aura au moment de la Coupe du Monde ne rendent pas nécessaire la climatisation. À l'extérieur, oui, les gens vont souffrir, mais à l'intérieur du stade, normalement, on pourrait jouer sans climatisation. Il y a certains qui disent que, par exemple, la Coupe du Monde de 78 en Argentine avait aussi tous les critères pour un boycott à l'époque à cause du régime politique, et que donc le faire aujourd'hui, c'est tout aussi inutile qu'à l'époque. C'est vrai que quand on voit l'image du général Videla et de Maradona et de la Coupe du Monde, c'est une image qui fait mal. Après, il y a beaucoup de gens qui maintiennent toujours le discours, c'est le sport doit être traité différemment, c'est une grande fête mondiale, c'est une fête aussi pour la jeunesse, alors qu'en fait, c'est une Coupe du Monde comme le Qatar serait l'occasion d'attirer l'attention de la jeunesse sur des concepts intéressants, comme justement le réchauffement climatique, les droits de l'homme. On pourrait imaginer tout un encadrement pédagogique autour d'un refus de la Coupe du Monde. Mais à ce stade-ci, je ne vois pas de médias importants qui ont vraiment décidé de boycotter cette Coupe du Monde. Pour revenir aux Nouvelliste que vous avez dirigé de longues années, c'est quoi votre moment fort
dont vous vous souviendrez jusqu'à la fin comme rédacteur en chef? On a décidé, 48 heures avant le résultat de l'élection présidentielle américaine, comme les sondages étaient favorables à Obama, on a décidé de sortir un nouvelliste demi-format, tabloïd, consacré uniquement à l'élection de Obama, parce qu'on trouvait que c'était un événement, une date importante dans l'histoire de l'humanité, et on s'est dit que pour les jeunes générations, c'était quelque chose d'extrêmement important. Donc on l'a imprimé en début d'après-midi et on l'a distribué gratuitement dans les gares du Valais et à la sortie des collèges, à la sortie du centre professionnel, pour les jeunes qui étaient eux habitués à avoir ce petit modèle de journal avec 20 minutes et de faire un journal. Même l'imprimerie n'avait pas le savoir-faire de faire un journal de mi-format comme ça, de basculer en 48 heures sur un projet aussi fou, tout en sortant le journal habituel. Ça a été un moment très très fort et on l'a fait avec une petite équipe, peu de moyens et c'était vraiment une expérience fantastique. Et est-ce que la question s'est posée à ce moment-là de changer le format ou bien pour des raisons techniques ou commerciales? Ça a toujours été... C'est moi qui ai voulu changer le format pour marquer les esprits. De continuer dans le petit format. Non. Il y a eu, on a eu quelques discussions pour le futur, mais qui sont restées lettres mortes. Et puis alors, à l'inverse, le moment que vous regrettez ou qui a été un moment trop négatif ou simplement... L'arrivée de Philippe Hersan comme propriétaire du Nouvelliste, c'était pour moi un moment extrêmement pénible parce que la philosophie de ce nouveau propriétaire était absolument claire. C'était les synergies avec d'autres titres qu'il possédait déjà. C'était un affaiblissement de l'information valaisanne, c'était un affaiblissement de l'information locale. Et c'est ce qui a amené le Nouvelliste à pratiquement ne plus faire d'information 100% valaisanne aujourd'hui. C'est la suite. On peut dire que M. Hersan a atteint ses objectifs, mais qu'il lui a fallu bien une dizaine d'années pour y arriver. Et puis, votre approche par rapport à cette presse qui économiquement s'affaiblit, est-ce qu'il faudrait la subventionner? Vos décisions personnelles, votre opinion personnelle dans ce sens-là. Quand je dis subventionner, nous savons tous les deux qu'il y a des subventions au niveau de la distribution, etc. Mais d'être beaucoup plus proactif, en quelque sorte, dans le monde des médias. Non, parce que je pense qu'un journal de qualité, il trouve son public, il trouve son autonomie. J'en suis profondément convaincu. Je pense que les subventions fédérales à la presse suffisent telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, c'est-à-dire s'agissant de la distribution. Je ne pense pas qu'il faut aller plus loin parce que la proximité entre le monde politique bernois et les journaux suisses est déjà telle que je pense qu'on franchirait une marche supplémentaire et je crains à ce moment-là vraiment la consanguinité. D'accord. Donc en réalité, c'est au niveau de la liberté d'expression, d'opinion rédactionnelle, oui. C'est ça? Bien sûr, bien sûr. Vous ne parlez... Un conseil fédéral qui vous maintient sous perfusion, vous en parlez plus de la même façon. Donc je pense qu'on a déjà... on manque déjà, je parlais de curiosité au début de cet entretien, on manque déjà d'une saine curiosité par rapport à tout ce qui se passe dans les officines bernoises. Ça fait maintenant pratiquement 10 ou 15 ans qu'on n'a plus, entre guillemets, sorti d'affaires, alors qu'elles existent, les affaires. Et puis, donc, on fait souvent l'opposition entre l'écrit et le numérique au niveau de la presse et tout ça. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que la presse écrite ne soutient pas assez le monde du livre. C'est quoi votre perspective par rapport à cette affirmation? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a
une proximité. Ça ne devrait pas, en quelque sorte, c'est un prolongement. Un prolongement. Bien sûr, il y a un prolongement. On le voit aux États-Unis où la presse est un peu en meilleur état. Très souvent, les bons journalistes des grands journaux ponctuent leur réflexion d'un livre sur la même thématique, plus fouillé, où ils donnent leurs sources, où ils structurent de manière plus approfondie leur réflexion. Et le mariage des deux, là-bas, fonctionne très très bien. On l'a vu avec les enquêtes et les biographies sur Donald Trump. Il y a tout un travail qui est fait par les journalistes dans les journaux, mais qui prolonge très souvent par un livre, parce qu'on n'arrive pas à tout publier dans un journal, évidemment. Et je pense que là, il y a une proximité familiale qui devrait être développée. Et alors, en plus, si on prend simplement l'information culturelle, dans l'information culturelle, la littérature aujourd'hui est vraiment le parent pauvre des journaux, à un point tel que ça en est terrible. La musique, les jeux vidéo, la culture vidéo, etc. ont pris toute la place. Le cinéma surnage encore, enfin un certain cinéma, mais si vous regardez aujourd'hui dans la presse romande, il reste pratiquement plus de spécialistes uniquement pour la littérature, uniquement pour le cinéma. Les gens deviennent multifonctions. Je prends l'exemple de notre journal local ici en Valais. Les journalistes qui avaient du talent pour traiter l'information culturelle se retrouvent aussi à faire de l'information régionale parce qu'il n'y a tout simplement plus assez de monde pour être vraiment spécialisé dans la culture. Pour changer de sujet, c'est quoi pour un rédacteur en chef une production appropriée en volume, en quantité d'un journaliste? Vu de l'extérieur, quand nous ne connaissons pas le fonctionnement d'un journal et que de temps en temps on recherche des signatures en se disant il y a longtemps que tel ou tel n'a pas écrit, je n'ai pas vu sa plume, on a des fois l'impression que la production elle n'est pas au niveau que pourrait souhaiter même le lecteur. Est-ce que ça c'est une critique exagérée? Non, mais c'est la vie, c'est comme dans toutes les entreprises, c'est comme dans toutes les équipes de football. Il y a des gens qui se cachent sur le terrain et puis il y a les gens qui tirent l'équipe et qui marquent les buts. Moi, j'ai toujours été extrêmement réaliste. J'ai fait mes journaux, que ça soit le Nouvelliste ou après la revue automobile, avec les gens qui étaient motivés à le faire, à qui il n'y a pas besoin de donner d'objectif, qui produisent naturellement eux-mêmes des choses intéressantes. On travaille toujours avec une équipe rapprochée, c'est inévitable. Justement, comment se passe une conférence rédactionnelle de rédaction? Comment on crée au départ le journal? Est-ce que c'est dans votre tête et vous distribuez des ordres, ou il y a vraiment un travail d'équipe qui fait que tel ou tel journaliste pourrait dire ce sujet il m'intéresse, et parce qu'il m'intéresse, parce que j'ai le désir d'écrire, peut-être moi, rédacteur en chef, je vais l'inciter à poursuivre? Ou bien il y a une ligne de conduite très stricte? Non, alors normalement les briefings de rédaction sont faits pour que tout le monde s'exprime, amène ses idées de sujet et aussi pour répartir ce qu'on appelle l'agenda, parce que tous les médias travaillent avec un agenda et je dirais la part dans un journal généraliste, la part d'informations vraiment 100% originales et fouillées, elle est forcément plus petite que la part consacrée à l'agenda, parce que les gens, s'il y a un projet de votation sur l'AVS et qu'il y a le débat aux chambres, les gens ont envie d'informations là-dessus, d'informations contradictoires là-dessus. Donc c'est difficile à zapper au profit d'une histoire originale qui serait complètement hors calendrier. En fait, la qualité du journal vient au moment où on arrive à équilibrer les deux. Il faudrait tous les jours avoir des histoires originales qu'on ne lit pas ailleurs, mais il faudrait tous les jours aussi des éclairages sur l'actualité du jour, parce que le journalisme, ça reste l'actualité.
Est-ce que le journaliste, de par sa fonction, il est trop ou pas assez happé par le scoop? Oh, alors moi, j'ai une réponse très claire là-dessus. Il n'est pas du tout assez happé par le scoop. Pas assez. Pas assez. C'est absolument malheureux, mais la culture du scoop est en train de disparaître complètement. Parce que derrière scoop, on ne parle pas forcément de la nouvelle maîtresse d'un prince couronné. Mais le scoop, ça peut être aussi un projet de loi qui est dans les cartons et qui va secouer le cocotier. Le scoop, ça peut être dans tous les domaines. Hein. C'est pas seulement être le premier à annoncer l'arrivée de Mario Balotelli aux Sessions. C'est peut-être aussi. Alors, c'est par rapport à la curiosité que vous invoquiez au début, ça serait un manque de curiosité ou alors un manque d'implication dans le tissu social? Ah, un manque de curiosité. Un manque de curiosité. On est dans la culture du tout pré-mâché aujourd'hui. Je dirais c'est un peu la culture Wikipédia. On a l'impression que quand on a lu la notice Wikipédia sur un sujet, on est au fait du sujet. Mais non, jamais. Voilà, quand on voit le travail qu'a fait, par exemple, alors, c'est un des médias suisses qui a sorti le plus d'enquêtes originales, mais quand on voit le travail qu'a fait en présent sur l'autoroute à Neuf dans le Haut-Valais, ça pour moi c'est du scoop. Et rien n'aurait empêché plusieurs journaux différents, plusieurs médias différents de faire le même travail. Mais le scoop, c'est vrai, c'est une culture. À temps présent, ils l'ont encore. Mais dans certains journaux, elle a totalement disparu. Moi, j'avais créé à l'époque un pool d'enquêteurs. À l'hebdo, où j'étais chef d'édition, on avait aussi des petits groupes task force d'enquêteurs qui étaient capables de préparer des dossiers chauds, parfois pendant plusieurs semaines. Et je pense que c'est presque fondamental si on veut maintenir cette culture de l'information originale. Ça, c'est ma prochaine petite fiche. La question elle est un peu forte, disons, mais est-ce que l'investigation, elle existe encore dans le monde journalistique aujourd'hui en Suisse romande? Est-ce que ça existe encore? Pratiquement plus. Pratiquement plus. Je connais 4 ou 5 journalistes qui la pratiquent vraiment. Certains ont travaillé pour moi, d'autres pas. Est-ce que c'est le temps qui leur manque, ou ils ont trop de pression pour d'autres articles, c'est le manque de curiosité, parce que finalement, quand il y a une affaire qui sort, on pourrait la développer, et on a le sentiment, disons, vu de l'extérieur, que souvent on l'abandonne pour des raisons qui échappent à notre compréhension. Non, c'est une question de temps. Quand vous avez des rédactions qui sont réduites à la portion congrue, vous devez... Ce qui est le cas, est-ce que vous êtes en train de dire qu'en Suisse romande, comme vous connaissez, les journalistes sont trop peu nombreux? Ah oui, bien sûr, évidemment, oui. Il manque de journalistes à peu près mais toutes les rédactions. C'est une raison économique. Si on est du côté des propriétaires, est-ce que c'est une raison économique? La réponse du New York Times et du Monde, c'était celle-là, c'était une question économique. Ils ont décidé de chercher un autre modèle, de renverser le modèle, avec succès, et je veux dire, rien n'empêcherait une telle expérience en Suisse romande, mais ça c'est vraiment difficile. Quand vous rendez visite à des collègues dans leur rédaction, vous voyez bien que les locaux ont rétréci au fil des années, et le nombre de personnes présentes est devenu presque insignifiant dans certains cas. On a certains journaux en Suisse romande qui sont en fait des reprises de revues de presse. J'ai envie de dire en caricaturant qu'ils pourraient se contenter de Twitter, ce que je fais, parce que c'est un moyen, c'est comme une agence de presse. Je dis, selon les followers que vous avez, c'est une agence de presse. Mais en fait, un journal, si on regarde très souvent, par exemple 20 minutes, on a des petits clashs. Il n'y a aucun travail d'écriture, aucun travail de retransformation de l'information, presque plus de travail de mise en page. Alors on se demande finalement, c'est quoi ce journalisme-là?
Alors je serais moins sévère sur l'exemple précis que vous donnez, qui est celui de 20 minutes, parce qu'il y a un énorme travail d'édition dans 20 minutes. Alors là, c'est intéressant. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Vous pouvez expliquer la distinction qu'il y a dans le travail d'édition, de rédaction et d'apport d'informations? Alors la question, c'est vrai que dans 20 minutes, vous avez peu d'articles signés, mais le journal, tous les jours, fait un tamisage des nouvelles, et vous avez, alors certes, parfois sous forme de brèves de 5 lignes, mais si vous lisez 20 minutes en entier, vous faites l'expérience pendant une semaine, vous avez absolument toute l'information mondiale. Alors vous serez parfois frustré parce que vous en voudrez plus, mais l'information même, elle est entièrement, elle fait partie du concept du journal. C'est ne rien manquer. Prendre une dépêche même de... Vous allez même trouver quelque chose sur une révolution à l'étranger, alors que le jeune public de 20 minutes, à première vue, n'est pas Donc vraiment la intéressé. plus-value de 20 minutes, comme vous la concevez, c'est le fait que dans ces quelques pages, 20 pages, je ne sais pas, vous avez un condensé de ce que vous trouviez dans d'autres journaux, mais de manière très... C'est ce qu'on appelle un journal d'édition et pas un journal de journaliste. Voilà. C'est éditer, c'est-à-dire raccourcir les dépêches, les titrer de façon intéressante. C'est ce travail-là qui est mis en avant dans 20 minutes. Et si je vous réponds que par exemple Twitter, que vous connaissez aussi, répond à ce besoin-là dès l'instant où on canalise les abonnements personnels? Oui, alors il y a des gens qui peuvent se passer du papier. Moi j'ai mis du temps, mais aujourd'hui je n'ai plus du tout d'abonnement papier. Le dernier journal papier que je lisais, c'était l'Équipe, mais j'ai passé à la version numérique et c'est bien mieux. Ouais. Donc, mais alors, c'est un constat un peu... il y a du regret dans ce constat que le papier disparaît, ou bien c'est inéluctable? Qu'il disparaisse en partie, c'est inéluctable. Après, j'espère vraiment que des modèles un peu repensés, refondés, redynamisés continueront à exister. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous êtes dans un café en France et que vous lisez Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, vous avez encore un vrai journal dans les mains. Je pense que ces journaux-là, eux, vont subsister. Par contre, les journaux départementaux, etc., les gens ne sont pas dupes. Ces journaux font souvent des alliances avec d'autres confrères de la même taille qu'eux, s'échangent des papiers, ça perd l'originalité, ça perd la saveur. Je ne suis pas persuadé que les Valaisans trouvent absolument génial d'avoir un papier du Figaro ou un papier de la Liberté dans les colonnes de leur journal. Alors, ces papiers sont bien écrits, sont informatifs, mais je pense que les gens ont une préférence pour ce qui est fait pour eux, en respectant qui ils sont, en respectant leurs intérêts, en répondant aux questions qui se posent. Il faut savoir quelles questions se pose son public si on veut être efficace dans la presse. Vous êtes un homme de mots, de lettres, de langue, vous avez écrit des livres, vous êtes assez proche de l'écrit, enfin c'est comme je le ressens. Et c'est quoi votre regard sur la qualité, on va dire entre guillemets littéraire, la qualité rédactionnelle de la presse? Aujourd'hui c'est terrible. Aujourd'hui c'est terrible, c'est d'autant plus terrible que dans la plupart des journaux, on a renié sur les services de correction quand ils n'ont pas complètement disparu au profit de programmes de correction. Donc les journaux sont truffés de fautes grammaticales, truffés de fautes d'orthographe. Et il y a encore des grandes plumes? Moi je trouve pas. Je trouve pas. Je me rappelle enfant quand les grands rédacteurs en chef romans comme François Gross ou Gilles Bayot, Vautravers, André Luisier, quand ils se répondaient entre eux à coups d'édito, à l'approche des élections fédérales, etc., c'était fantastique parce qu'il y avait du Don Quichotisme, il y avait des envolées lyriques, il y avait du style, il y avait de la gueule, et ça, il n'y a plus. Franchement, vous faites l'expérience autour de vous, vous demandez à votre conjoint ou à vos amis de vous citer le nom d'une grande plume, quelqu'un dont vous aimez lire tous les articles dans la presse suisse en général.
vous verrez, le résultat est assez édifiant. Et puis en France, il y a ce débat sur les pressions économiques sur les grands journaux, que de grands milliardaires posséderaient 80%, etc. Je reviens maintenant au tissu local. Est-ce que dans votre expérience de rédacteur en chef, vous avez été confronté à ce que je peux appeler la pression politique populaire ou économique, étant bien clair que ces trois termes peuvent être tout à fait distincts ou se rejoindre? Non, j'ai jamais eu de pression économique. Pour la simple et bonne raison que les grands annonceurs du journal en prenaient soin. Les discussions avaient toujours lieu en amont. Il n'y a jamais eu un problème qui déclenche une discussion après coup. Et puis au niveau politique disons populaire, on va dire, la pression populaire, c'est ce qui émerge de la société en quelque sorte et qui atteint jusqu'au corps, l'ensemble des journalistes, pas spécialement rédacteurs en chef. Est-ce que ça existe ou bien pas, ou c'est un mythe? Non, les seuls problèmes, vous qui êtes avocat, vous serez sensible à ça, les seuls problèmes dont je me souviens où il y a eu vraiment des pressions, où on en est venu aux avocats, etc., c'était à travers des affaires de justice. C'était des citoyens lésés qui voulaient défendre leurs droits à l'information, etc. C'est les seuls cas où on est allé jusqu'aux avocats ou jusqu'aux médiations, vraiment au stade ultime. Les pressions des politiciens, elles existent, mais en fait, j'allais dire, elles sont plus à l'image de ce qu'on pouvait imaginer il y a 30 ou 40 ans, où le politicien était là, où il imposait les choses. Aujourd'hui, c'est des pressions amicales, c'est du genre mais tu vas pas me faire ce coup-là, tu vas quand même pas parler de ce dossier, parce que c'est pas le moment, je suis en train de sortir mon projet de loi, ça c'est très important et tout, enfin, tu fais ce que tu veux, mais... franchement, là, tu pourrais pas décaler un peu. Voilà, c'est ce genre de discussions qui interviennent. Mais il n'y a jamais de coup de fil. J'ai jamais reçu un coup de fil où on me disait, où mon conseil d'administration me disait sur un sujet, là, stop, marcher sur des œufs. Donc vous avez fait état, j'ai aussi un petit billet que j'ai préparé, où je m'interrogeais sur le rapport qu'il peut y avoir entre la presse et la justice. C'est quoi votre... Quand je parle de la justice, effectivement c'est l'institution, effectivement c'est le monde des avocats, également des magistrats ou peut-être de la police. C'est quoi ce rapport-là? À quoi vous avez été confronté dans votre position de rédacteur en chef par rapport à ça? Ben écoutez, à pas grand-chose, parce que il y a peu de grands avocats libertaires dans ce canton. Qui ont envie que justice dépasse les prétoires aussi, qui ont envie qu'on connaisse le cas de leurs clients. Moi, quand j'étais rédacteur en chef, je rêvais d'une rubrique judiciaire comme dans les grands journaux français, c'est-à-dire avec des journalistes qui retournent sur le terrain pour vraiment enquêter sur les affaires, mais qui parlent avec les avocats, qui parlent avec les magistrats, et qui font des séries, et qui racontent les grands procès. Et ici, j'avais un très très bon chroniqueur judiciaire qui s'appelait Gilles Béraud, qui faisait très très bien son travail, qui trouvait des procès originaux, et qui trouvait des histoires à raconter. Mais finalement, on se rendait compte que ça venait souvent à travers les mêmes avocats, etc. Il n'y a pas chez les avocats suisses, on a connu voilà, les Barillon, Barluzel, etc., qui avaient l'habitude de jongler avec la presse. Mais disons, d'une manière générale, en Suisse romande, les avocats sont plutôt méfiants avec la presse. Donc ça rend les rubriques judiciaires des journaux un peu moins épicées. J'ai beaucoup lu depuis tout petit les journaux, etc. Et j'ai l'impression que ce qui a disparu, mais pas seulement en Valais ou en Suisse, etc., mais peut-être même dans le monde, c'est cette notion de quatrième pouvoir.
il me semblait qu'il y a une période dans les années 70, 80, 90 où il y avait ce rôle de quatrième pouvoir de la presse, et on a le sentiment aujourd'hui que non, on est plutôt dans la communication, le people, etc. C'est quoi votre regard par rapport à ça? Est-ce que j'exagère ou bien c'est une réalité? Ben, c'est-à-dire que le manque de curiosité de la presse, on en revient toujours à cette notion de curiosité, son manque de curiosité fait qu'elle ne fait plus peur. Les politiciens n'ont plus peur de la presse. Donc pourquoi ils l'écouteraient quand moi j'ai essayé une seule fois de faire pression sur les hommes politiques. J'avais lancé l'appel des 100 qui était un appel aux autorités fédérales de créer un numéro pour les alertes enlèvement d'enfants, qui était un sujet qui me tenait à cœur. Et on a trouvé une centaine de personnalités qui ont signé l'appel au Conseil fédéral. Mais ce qui est fou de noter, c'est que sur un sujet où tout le monde peut s'entendre à la terrasse d'un café entre citoyens, même de partis politiques différents, au niveau du Conseil fédéral, je n'ai eu qu'une signature, c'était celle de Christophe Blorer. Les autres conseillers fédéraux, à commencer par notre conseiller fédéral valaisan, Pascal Couchepin, n'ont pas voulu nous donner leur signature. C'est compliqué, il faut laisser travailler les politiques, ça fonctionne déjà entre la police et... donc voilà, on n'a toujours pas ce numéro. Et on n'est pas tombé de ce quatrième pouvoir au fait, comme le disent certains, que les médias seraient maintenant à la solde de la gouvernance. Mais pour plein de raisons, ils sont pratiquement à la solde de la gouvernance aujourd'hui, pour plein de raisons. Parce que, d'abord, ils n'ont plus, comme on le disait tout à l'heure, ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus l'espace. Si vous remarquez, les journaux font facilement 16 ou 20 pages aujourd'hui. Comment vous voulez raconter le monde en aussi peu d'espace? Donc finalement, la facilité aujourd'hui, quand on a peu de moyens, c'est de suivre l'agenda qui, lui, est sévèrement contrôlé, boulonné par le pouvoir politique. Aujourd'hui, on parle des dossiers importants pour la Suisse quand il y a quelque chose qui vient de Berne ou quand il y a quelque chose qui vient du Conseil d'État. On suit les agendas. Globalement, on suit les agendas. Et si on veut faire peur, entre guillemets, déstabiliser les politiciens pour qu'ils restent à l'écoute du domaine public, il faut qu'on arrive, il faut briser ce pouvoir de l'agenda. Et pour l'instant, on ne le voit pas, ça. Personnellement, je soutiens que l'information objective, elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'information subjective. Et même le fait d'informer ou de ne pas informer, c'est déjà un choix subjectif. Est-ce que j'exagère en disant que l'information, qu'elle soit dite ou disons absente, en elle-même c'est un acte subjectif, et que finalement cette presse fortement subjective, ça ne serait pas un acte de vitalité supplémentaire pour marquer nos démocraties? Oh, si vous voulez tuer un politicien, ou si vous voulez tuer un artiste, ou si vous voulez tuer un sportif, tuer évidemment au sens figuré, le meilleur moyen, c'est de ne jamais en parler dans vos colonnes. Donc le fait de ne pas en parler, l'information subjective, objective, parce que dans les écoles de journalisme, naturellement, ce qui se dit, il faut être objectif, il faut aller contrôler les faits, etc. Ce que je soutiens, c'est que même ce type de journalisme vers lequel on doit tendre, à un moment donné, il traduit une subjectivité. Bien sûr, évidemment. Je veux dire... Donc il faudrait laisser les journalistes marquer leur subjectivité. Et finalement, cet échange de subjectivité arriverait à permettre à une sorte de consensus social. Et non pas la ferme affirmation que tous les faits ont été contrôlés, objectifs, vrais. Parce qu'on doit toujours savoir d'où l'on parle. Oui, et puis je dois dire, les journalistes sont toujours à la recherche
d'informations originales qu'ils contrôlent en général, mais ils ont de la peine à sortir aussi de positions partisanes. C'est-à-dire qu'ils font une partie du boulot, ils vont chercher de l'information, mais après, souvent, ils la traitent quand même avec un biais. Alors moi, personnellement, si ce biais est signalé très clairement, c'est une meilleure attitude. C'est une meilleure attitude que de ne rien dire et que de le camoufler. Moi, je préfère un journal qui ouvre ses colonnes à des partis qui ne sont pas du tout les miens, qu'un journal qui, sous couvert d'informations, laisse quand même les gens s'exprimer comme si ils détenaient la vérité. Personne ne détient la vérité. Et puis alors, on a vu pas mal de journalistes passer dans le champ de l'écrit, c'est-à-dire du roman, etc. Vous-même, vous avez franchi le pas, notamment avec le démon des Pierriers, aux éditions Gore des Alpes. Et alors, comment êtes-vous venu à cette écriture sur le monde Gore, qui m'était complètement inconnu avant de vous lire et de lire Éric Felet dans la collection des Gore des Alpes? Oh ben c'est un groupe d'amis qui a décidé de lancer cette collection conceptuelle sur l'écriture gore, c'est-à-dire quelque chose de très sanguinolent et de très violent, à l'image de la littérature des kiosques de gare aux États-Unis dans les années 50-60. C'est un peu cette culture-là. Cinématographiquement, il y a eu toute une période où il y avait des films aussi. Je pense que tout le monde a entendu parler du fameux Massacre à la tronçonneuse, qui avait eu même un succès populaire à l'époque. Voilà, alors c'est un genre qui mêle le polar, la violence, l'exagération, l'hyperbole. Enfin, c'est un mode de divertissement assez répertorié. Et puis, ben, on m'a passé une commande, on m'a dit: est-ce que ça t'intéresserait de faire l'expérience? Et puis, alors ça m'a forcé à réfléchir un peu à ce qu'était la violence et à ce qu'était cette culture gore. C'était intéressant. J'ai fait quelques recherches avant de me lancer. En vous lisant, je recommande pas spécialement le monde gore, qui n'est pas le mien, mais je recommande le roman de Jean-François Fournier, parce que je me suis dit, en le lisant au fur et à mesure et à la fin, mais finalement il doit écrire un roman, il doit écrire autre chose, il doit écrire un truc qui pourrait être plus populaire que ce monde gore. Est-ce que ça vous tente pas, après avoir fait cette, je sais pas, il a combien de pages, peut-être 120 pages, oui, je sais pas. Est-ce que vous n'êtes pas dit, tiens, peut-être que j'ai les moyens de faire quelque chose de plus... Ah mais je vais y revenir. J'ai fait, avant celui-là, j'ai publié une vingtaine de bouquins entre les collectifs et en nom propre, et j'ai publié 7 romans qui n'avaient rien de gore, mais qui avaient des notions excessives, toujours. C'est une chose qu'on retrouve dans mes bouquins. Mais je vais revenir. Là, j'ai eu une période, j'ai participé aux 2 ouvrages collectifs de Gore des Alpes, plus Les démons du Pierrier en mon nom propre. Alors c'est vrai que les gens ont l'impression tout d'un coup que je suis devenu un spécialiste de la question, mais je vais revenir au roman traditionnel, oui. Alors pour terminer cet entretien, est-ce que vous pourriez conseiller à nos lecteurs 3 livres et puis nous dire rapidement pourquoi ils vous ont marqué, et en les lisant, personne ne va perdre son temps parce qu'on va vous faire confiance? Alors je triche parce que le premier que je nommerai, il est en 3 parties, c'est la trilogie new-yorkaise de Paul Auster. C'est mon écrivain préféré. Je trouve qu'il a une manière de traiter la vie et ses hasards de manière absolument extraordinaire et innovante. Donc je recommande, c'est une découverte absolument il est chez Actes Sud, sidérante. Oui, Actes Sud, il est chez Actes Sud. Un Jim Harrison, peut-être de Marquette à Veracruz, parce que voilà, j'adore le Montana et le côté nature totale des États-Unis.
connaît pas les États-Unis tant qu'on n'est pas allé vraiment dans ces endroits où il n'y a personne, parce que les États-Unis, c'est pas Los Angeles, New York, c'est vraiment quelque part au milieu, et on comprend pourquoi on peut élire Trump quand on visite vraiment le cœur des États-Unis. Donc ouais, un Jim Harrison, et puis on ne le voit pas, mais je porte le t-shirt aujourd'hui. Je pense la poésie de Bukowski, parce que c'est un poète complètement radical, et c'est un personnage extrême qui me fascine. Voilà. Alors, MPCM, c'est merci pour ce moment. Merci pour ce moment, Jean-François Fournier.